Howdy tout le monde et bienvenue pour le premier épisode de Moop Deep, le nouveau podcast de basket session et mon nouveau podcast dans lequel on va décrypter chaque semaine l'actualité de la NBA depuis les États-Unis, à commencer par les premiers pas de Victor Wembanyama aux Spurs. Samedi et Victor Wembanyama vient juste de terminer sa pré-saison contre les Warriors avec une nouvelle belle performance. Donc on voulait un petit peu se replonger sur les débuts, sur ce qui s'est passé chez les Spurs, c'est-à-dire tout ce qui est du côté média, tout ce qui est du côté équipe, tout ce qui est du côté un petit peu technique, mais aussi dans les performances de manière générale, celles que vous avez toutes vues, essayer de synthétiser, se pencher là-dessus. Donc on va vraiment partir là-dessus pendant les 30 prochaines minutes à peu près. Et donc pour ce premier podcast de qualité, j'ai avec moi Shai Mamou, qui d'autre de Basket Session. Comment ça va, Shai? Mais ça va très bien. Écoute, ici c'est le matin, chez toi c'est la nuit. On est entre deux créneaux. Je pense que ça se sentira peut-être dans ce qu'on va dire, mais ravi d'être dans le premier Moop Deep. Enfin, on va pouvoir parler de Moop Deep en interne. On t'appelait comme ça depuis quelques semaines. On peut le relâcher, on peut le lâcher dans le monde, ce surnom qu'on aime tant. Voilà. Bah pour expliquer un petit peu déjà l'origine du nom, SO à Théo, le rédacteur en chef de Rivers, qui l'a trouvé. Apparemment, c'était aussi le surnom de mon grand frère au lycée et au collège, donc on n'a rien inventé. Mais Moop Deep, en gros, au-delà d'un joli surnom, c'est un concept de podcast donc que vous voyez là. On va se pencher chaque semaine sur l'actualité de la NBA, un petit peu avec un focus sans doute sur les Spurs, Victor Wembanyama, parce que moi je vais le suivre toute la saison. Un focus sur ce que je vois aussi de mon côté, pour vous apporter vraiment une plus-value, un petit peu des insides, entre guillemets, depuis là où je suis. Et puis, dans l'idée, on va avoir des invités chaque semaine. Ce sera souvent des gars de basket session. Je pense que ce sera souvent Shai en l'occurrence. Mais on va essayer de varier un petit peu, de parler de choses différentes et d'aborder un petit peu tous les sujets auxquels on peut penser, de manière parfois sans doute un peu perchée. Là, aujourd'hui, on est dans le conventionnel. Parfois, on essaiera de sortir un petit peu de ce cadre-là. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la première vous plaira. Et donc, comme je disais, première, on va commencer par le numéro 1 des Spurs, Victor Wembanyama. Pour sa première saison en NBA aussi, ses premiers matchs en l'occurrence, j'ai envie de dire, on peut commencer par parler peut-être de l'excitation un petit peu, de la hype. J'ai l'impression que c'est ce qui guide un peu tous ces matchs. Toi, Shai, du coup, est-ce que tu es hypé déjà par Victor Wembanyama? Ouais, bien sûr. Moi, je prenais pas mal de pincettes depuis le début de l'aventure Wembanyama, entre guillemets. Même l'année dernière en France, j'avais toujours peur de la pression qui est mise sur des jeunes joueurs et tout ça. Mais là, on parle d'un garçon qui a l'air d'être tellement, la pression a l'air de glisser sur lui. Là, on reparlera peut-être du match de pré-saison, là, du dernier en date qu'on a vu tout à l'heure contre les Warriors. Si tu veux, il a tellement l'air d'être à sa place, de pas être impressionné, intimidé. Il est déjà comme un poisson dans l'eau. C'est ça qui est incroyable. Donc ouais, évidemment que je suis hypé, j'ai envie de le voir sur des matchs qui comptent. Mais là, le simple fait de le voir contre les Warriors, par exemple, avec des adversaires qui sont pas des 8e ou 9e de la rotation, déjà, oui, je suis évidemment hypé et on le sent en France, ça commence à monter. Et je pense que tu le vois aussi, tu le vois forcément aux États-Unis dans les interactions que tu as avec les journalistes, avec les gens, même en ville. Je pense que l'excitation, elle est même encore décuplée là-bas. Ça doit être insensé déjà. Bah déjà, dès que tu parles à quelqu'un des Spurs, il va te parler de Wembanyama. Ça, c'est logique un petit peu. Là, derrière moi, j'ai quelques journaux. Hop, je les prends comme ça à l'arrache. J'avais pas du tout préparé ça. Mais en fait, si vous regardez la page des sports, à chaque fois, là, j'ai pas la page des sports sous les yeux. Hop, à chaque fois que vous ouvrez la page des sports, en fait, vous verrez la tête de Victor quelque part. Et c'est ça, à chaque fois, tout le temps, en fait. Parce que les journalistes qui sont sur place me disent que leur patron les tanne, en fait, pour parler de Wembanyama. On a aussi l'exemple, par exemple, d'Andrew Lopez qui bossait à New Orleans pour ESPN, qui avait commencé quasiment sur le phénomène Zion Williamson. Et maintenant, ESPN a décidé que c'était plus intéressant de le bouger à San Antonio pour suivre Victor Wembanyama. Donc c'est ce genre de phénomène qui éclipse les autres finalement. Ça va être dans l'excitation dans la ville. Bah déjà, il y a une différence quand Wembanyama joue ou joue pas dans le remplissage de la salle. L'autre jour, pour le premier match contre les Rockets, c'est vrai que c'était un petit peu... moi, je dirais que la salle, elle était remplie à moitié à peu près. Il y avait beaucoup de trous, etc. Match suivant, il joue quasi complet, directement, et c'est ça à chaque fois. Mine de rien, pour un match d'entraînement, il y avait 14 000 personnes. Sachant que quand on en a parlé aux gars des Spurs, ils nous disaient, les années précédentes, en fait, on laissait juste ces gens venir comme ça, ils se pointaient devant la salle, premier arrivé, premier servi, etc. Et en fait, la salle était jamais remplie. Ils parlaient d'à peu près 6 000, 7 000 personnes l'année précédente, 14 000 personnes, avec en plus un système de billetterie qui a fait sold out. Donc tout le monde n'est pas venu d'ailleurs, c'est pas très cool, mais enfin, c'est pour dire l'ampleur du phénomène. C'est incroyable, quoi.
Bah de toute façon, et à l'extérieur, on va le voir. Je pense que les touristes français qui vont qui vont aller peut-être à New York, à Los Angeles, comme c'est souvent le cas, qui vont essayer d'avoir des places s'il y a les Spurs qui jouent, et puis même les gens en général de la ville, les gens vont se ruer sur les billets. Je pense que ça va grimper. Tout le monde va vouloir voir Victor. Enfin, ça me paraît inévitable. Tu vois juste les réactions sur les réseaux, et puis on l'a déjà dit plein de fois, mais c'est pas qu'un phénomène franco-français. Là, tu vois la réaction des gens après le match contre les Warriors sur une mi-temps de highlights. Mais c'est insensé. Tu sais, c'est que des réactions de sidération en plus, tu sais, sur des highlights. Mais mais qu'est-ce que je viens de voir? Je comprends pas ce que je viens de voir là. C'est le phénomène qui va avoir lieu partout. Et puis sur la billetterie, je pense que tu vas le constater. Tu nous en parleras peut-être dans l'année, mais à chaque fois ça risque d'être une dinguerie. Des salles qui sont très souvent pas pleines, ou qui sont pleines que quand il y a vraiment des superstars qui viennent en ville. Je pense à Détroit, ça avait du mal à s'emplir par exemple, des salles comme ça. Là, s'il y a les Spurs qui viennent sur une affiche qui sera anecdotique sur le papier, ça va être plein à craquer. Ah, je demande à voir parce que là où j'étais très déçu, c'est Oklahoma City, où c'était un mardi soir, un match de pré-saison, etc. Le tout premier match de Victor Wembanyama en pré-saison. Et en l'occurrence, la salle était vraiment pas très remplie. Il devait y avoir 2 tiers de sièges vides. Après, les gens d'Oklahoma City apparemment étaient juste pas déter parce que ils sont pas non plus venus voir Chet Holmgren qui joue aussi son premier match de pré-saison avec le Thunder. Ouais. Alors, j'étais un peu déçu, mais on peut mettre ça sur le compte de la pré-saison, de l'horaire, etc. J'attends de voir comment ce sera en saison régulière, mais je pense que tu as raison et que en fait, il va booster le remplissage des salles partout aux États-Unis. Et déjà, on voit à quel point c'est un phénomène global aux États-Unis par la manière dont la NBA le met en avant. En fait, la plupart des postes de la NBA qui parlent des Spurs déjà, c'est Victor Wembanyama. Quelqu'un fait des stats que j'ai oubliés, mais c'est quelque chose de l'ordre de 85 à 90%. Et en plus de ça, franchement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'année précédente. Ce qui est normal parce que premier choix de la draft, énorme phénomène, etc. Mais la hype, effectivement, elle n'est pas française, elle est mondiale. Et elle est très, très, très bien établie aux États-Unis. Ouais. Donc, le deuxième point, un petit peu, parce qu'on parle tout le temps de la hype, Victor Wembanyama, etc. Mais l'essentiel n'est pas forcément là, j'ai envie de dire, c'est les performances. Et pour le coup, sur les performances, il était assez rassurant. Donc, comme je disais, on enregistre pour moi dans la nuit de vendredi à samedi. Il vient juste de jouer contre les Warriors. Et donc les stats déjà sur ce match-là, c'est 19 points en 21 minutes, à 8 sur 19 au tir et 2 sur 7 à 3 points, 4 rebonds, 5 comptes surtout. Et sur les matchs précédents, en fait, à chaque fois, c'était 20 points en 19 minutes pour le premier, 23 points en 23 minutes pour le deuxième, 15 points en 21 minutes pour le troisième. En fait, à chaque fois, un impact dans le jeu qui a été phénoménal. Et à chaque fois, des highlights qui ont fait se péter le crâne, comme je disais en off, à la communauté basket. Je sais même pas quoi dire, tu vois. Je te laisse juste la parole parce que c'est incroyable. Non, mais là, l'impression visuelle, elle est insensée parce que on a déjà eu des joueurs qui faisaient des choses visuellement improbables, tu sais, des contres de l'espace, des dribbles, enfin tout ça, des highlights classiques, mais il y a un facteur efficacité là chez Victor qui est, tu sais, cette semaine il y a eu le petit pont qui met à Reggie Bullock. C'est pas juste un truc gratuit et même après il en a parlé. C'est un truc, c'est dans le flot de l'action et derrière il se passe quelque chose. Il le fait pour quelque chose, pas pour humilier un mec ou il se passe quelque chose derrière. La passe, toujours dans ce même match où il évite la sortie, il la passe dans le dos en aveugle pour Devin Vassell. Enfin, je veux dire, c'est la passe parfaite parce qu'il trouve le partenaire qui est isolé. Et là, contre ce match contre les Warriors, enfin, en l'espace de 10 secondes, il se passe un nombre de choses incroyables. Parce que vous allez le voir, peut-être, si vous n'avez pas encore vu les highlights, il y a ce qu'il met sur ton cher Andrew Wiggins. J'imagine que t'étais un peu déchiré entre l'un de tes joueurs préférés et Victor, qui est voilà forcément un de tes nouveaux joueurs préférés aussi. Il le tient en 1 contre 1, donc il sort au large, il le tient en 1 contre 1. Donc Wiggins, c'est quand même pas c'est pas un peintre sur la provocation pour driver au cercle. Il part pas du tout dans les feintes. Et une fois que Wiggins parvient près du cercle, il lui lâche un contre monumental, vraiment parfait. Et c'est pas un contre de volleyball, il la met pas dans les tribunes. Hein. Il récupère la balle et il part en contre. Et il prend un 3 points, il le met avec un calme olympien. Enfin, c'est des séquences comme ça où il allie le spectacle et l'efficacité qui font que c'est un joueur spécial. Il y a eu des joueurs spectaculaires, il y a eu des joueurs qui sont dans l'efficacité et la sobriété. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il est capable d'allier les deux et ça fait un cocktail détonnant. Bah, c'est clair. Moi, un des premiers trucs que j'ai dit en fait on a un journaliste français du Parisien en l'occurrence qui connaît un peu moins le basket, qui le suit depuis longtemps et qui est tout à fait capable, quoi, mais qui est moins dans les stats et tout que moi. Et l'autre jour, je lui ai expliqué à quel point, en fait, les contres, c'était une stat, à mes yeux, surestimée dans le basket, parce que souvent, en fait, tu perds la possession derrière le contre.
Et c'est pas aussi valuable qu'une interception ou quoi que ce soit. C'est vrai que Victor Wembanyama, sur ce contre-là, contre Wiggins par exemple, même sur celui sur Klay Thompson par exemple, qui met sur la ligne à 3 points par ailleurs, et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et il en a fait d'autres, par exemple, je pense à contre Alperen Sengun l'autre jour. En fait, souvent quand il fait ses contres, il a cette lucidité de juste pas souhaiter la balle pour souhaiter la balle, mais juste vraiment de la renvoyer vers un coéquipier. Parfois même, je me souviens face aux Rockets, j'ai pas l'action exactement en tête, mais je me souviens qu'il chasse un mec et de l'autre côté, t'as un ou deux joueurs des Rockets sur la droite et personne du côté gauche. Wembanyama, de quel côté est-ce qu'il envoie le ballon quand il contre? Côté gauche. En fait, il a la lucidité de se dire, les mecs que je viens de dépasser, les mecs qui sont juste derrière moi, il faut surtout pas qu'ils chopent le ballon. Et ça, c'est ce qui m'impressionne vraiment. C'est que, en fait, il fait pas juste des gris-gris. Même, donc, tu parlais de l'action contre Reggie Bullock. Effectivement, il disait, à mes yeux, c'est une action efficace. Moi, j'ai travaillé depuis un moment. Il nous disait ça en conférence de presse. Enfin, il nous disait, je l'ai visualisé depuis un moment, d'ailleurs. Donc, c'est un mec qui pense le jeu et qui agit de manière réfléchie. Et donc, c'est vrai que quand tu allies les deux, c'est assez extraordinaire. Je pense qu'il y a encore pas mal de points de progression. Sur l'efficacité, c'est pas toujours exactement ça parce que c'est un mec de 19 ans qui commence à jouer en NBA. Donc là, il a 8 sur 19 au tir, il a 2 sur 7 à 3 points. Il aura des jours sans, il en a eu d'ailleurs un à Houston l'autre jour. Mais pour autant, il arrive toujours à peser sur le match et c'est toujours incroyable. C'est ça, le minimum, le standard de base de Victor Wembanyama, si c'est 8 sur 19 en ayant cet impact-là, et là, donc là, il est encore un petit peu ménagé, hein, c'est-à-dire que c'est pas un match qui devait absolument gagner, ils ont pas besoin, il a pas une pression encore gigantesque en termes de résultats collectifs, mais quand ce sera le cas, je suis curieux de voir l'impact et la production sur un match officiel où il pourra jouer 35 minutes. Enfin, tu sens qu'il a envie d'impacter. Tu sens tout est fait pour que, enfin voilà, dans le contexte d'un match officiel, je pense que ça va être dingue en fait. Tu me demandais si je suis hypé. En fait, je suis de plus en plus hypé parce que lui répond aux attentes. Là, on parle des Warriors. C'était un match où il y avait, enfin voilà, t'as Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins. C'est une équipe de très haut de tableau, du haut de tableau à l'Ouest. Et contre ces joueurs-là, il fait l'entre-deux avec Curry. C'était une séquence marrante au début. Voilà, il pourrait être impressionné, mais même sur son visage, tu vois, je pense qu'intérieurement, il est un petit peu starstruck, tu sais, comme ils disent, genre ouais, attends, c'est quand même Steph Curry, mais ok, sur le visage, ça se voit pas, il est concentré. C'est Klay Thompson qui est en face, il va le contrer, et puis sur la contre-attaque, il l'attend exprès pour bien lui montrer, pour bien lui montrer l'action qui va se dérouler sous ses yeux. Il lui met un dunk derrière. C'est ça, c'est vraiment le côté. Bah ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, oui, y a pas de problème, je suis le premier choix. J'ai le joueur qui a le plus de pression sur mes épaules depuis peut-être LeBron, hein, clairement, c'est pas parce qu'il est français qu'il faut être humble là-dessus. C'est le joueur le plus attendu médiatiquement depuis LeBron James. Et il y a aucun, comme je disais tout à l'heure, il a l'air d'être là, c'est le poisson dans l'eau, comme on dit. Ouais, et puis sur le côté un petit peu justement maturité, sa manière de, comment dire, son sang-froid un petit peu dont tu parlais à l'instant. Je me souviens du match contre les Rockets où il est vraiment en grosse difficulté au tir, il a du mal, etc. Et où en fait il commence à faire un peu les petites choses. Il est beaucoup plus actif au rebond, il essaie de peser sur le match. Et après le match, typiquement, il a à chaud comme ça, il a cette phrase où il nous dit ça va m'arriver des centaines de fois dans ma carrière, comme ça arrive à tous les grands joueurs. Il y a d'autres moyens de peser sur le match et d'être un mec qui apporte à son équipe. Et en fait, quand un mec de 19 ans qui vit son troisième match de pré-saison, je sais plus exactement, te sort ça, tu te dis... mine de rien, il a ce côté calme, ce côté réfléchi et tout, où tu te dis, je peux lui faire confiance. Et même, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez symbolique à San Antonio. C'est que, à mes yeux, Greg Popovich lui fait une confiance énorme. Il lui laisse beaucoup de liberté, ça, les gars, ils en parlent. Au-delà de ça, ils ont fait 2 challenges pour l'instant en pré-saison. Les 2 challenges étaient sur des actions de Victor Wembanyama et sur des moments où, du coup, Pop a fait confiance à Victor pour pas avoir fait la faute, pour pas avoir fait ci, pour pas avoir fait ça. C'est assez incroyable. Même donc le petit move sous Reggie Bullock, Pop disait vous remarquerez que j'ai rien dit. Et il nous dit parce que Manu Ginobili qui a beaucoup fait ça m'a appris ça, mais on sait aussi que c'est parce qu'il a confiance en le fait que Victor ne fait pas ça juste pour s'amuser entre guillemets ou pour se montrer. Il fait ça parce qu'il sait que c'est le move efficace. Et ça pour moi tant que ça définit son jeu, c'est rassurant. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est-à-dire qu'on se rappelle à l'époque de Ginobili, il a pris des soufflantes même en match, hein, où il le sortait après un move raté en général, et parfois même réussi, hein, tu vois qu'il se faisait pourrir derrière. Tu sais, c'est un peu avec l'expression Manu Ginobili, il a marché pour que Victor Wembanyama puisse courir un peu, tu sais. Et je pense que il peut remercier Ginobili parce qu'il a essuyé des plâtres
Pop a, alors je sais pas si c'est adouci ou si juste il a gagné en sagesse de ce point de vue-là, mais tu vois qu'il est pas excédé quand il le voit faire tenter quelque chose. Parce que pour l'instant c'est aussi toujours efficace et c'est bien dans le rythme, dans le flow du jeu. C'est pas juste, c'est pas gratuit. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a toujours. De toute façon, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il s'est toujours défini comme quelqu'un de créatif, qui aime plein de choses en dehors du basket et surtout qui a des idées sur le basket. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que moi aussi je veux voir cette saison, c'est que alors même un truc aussi banal entre guillemets qu'un petit pont en pré-saison, il va te le décrire comme voilà, tu sais, presque comme un tableau. Je l'ai visualisé avant, donc je l'ai dessiné, tu vois. Voilà, c'est un garçon qui a des idées et on va voir. Je pense qu'on n'est pas prêt encore parce que il y a des choses auxquelles il a pensé, qu'il a peut-être testé à l'entraînement. C'est les gars de Boulogne l'année dernière avec Théo, on avait discuté avec Steve Youfat, qui avait eu son propre petit buzz aux États-Unis et il nous disait mais en fait vous vous rendez pas compte, mais à l'entraînement il tente des choses et il réussit des choses qu'il a imaginé que peut-être qu'on les verra jamais en match, mais il les tente. Il se dit ça peut peut-être marcher, et toujours dans l'intérêt du jeu, pas pour être sur les highlights et parce que je veux faire le beau, parce que ça apporterait quelque chose à l'équipe et ça entrerait dans ma panoplie. Et t'imagines, on dit déjà que c'est un joueur unique avec un gabarit unique. Si en plus il fait des gestes uniques que personne n'a fait avant lui, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça va être dément. Mais ça, je trouve qu'il le fait déjà parce que typiquement le nutmeg sur Reggie Bullock, c'est vrai qu'on a vu d'autres joueurs le faire. Alors jamais un mec de 2m24, mais on a vu d'autres joueurs le faire. Mais c'est vrai qu'il y a des actions qui le caractérisent tellement, ne serait-ce que ce contre sur Wiggins où vraiment il le défend à l'extérieur, il le contre à l'intérieur, il va sur la ligne à 3 points, il tire, il le marque. Qui d'autre peut faire ça? À mes yeux, actuellement en NBA, bon, il y a peut-être quelques mecs qui peuvent le faire occasionnellement. Tu vois, Jaren Jackson Jr. sur un bon soir, peut-être un truc comme ça. Mais qui peut faire ça en disant on va voir ça toute la saison, Victor Wembanyama, et je crois que c'est tout en fait. Et c'est là-dessus que moi il me choque le plus, c'est qu'il est en train de un peu réinventer avec les Spurs ce qu'on peut attendre d'un joueur de cette taille. Et ça, c'est ce qu'il a toujours eu à cœur de faire ça. Il me continue à m'attraquer un petit peu que lui veut pas être dans le jeu conventionnel, que lui il veut sortir un peu des sentiers battus, et je suis persuadé qu'il va le faire toute la saison. Et ça, pour moi, c'est ce qui rend Wembanyama si excitant, c'est qu'à chaque fois que je m'assois pour le voir jouer, je me dis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et à chaque fois, il y a quelque chose qui change et qui m'impressionne, et quelque chose qui me surprend. Alors que je me laisse rarement surprendre et que je m'excite rarement, mais là, c'est difficile de pas parfois, tu vois, avoir serré un peu le poing et être content pour lui parce que tu te dis, enfin, je suis content pour le basket en fait que Victor Wembanyama passe par là, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'avant là qu'on commence, donc moi j'ai pas vu le match en direct, j'ai essayé de dormir un peu avant qu'on discute parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais je me suis fait les highlights du match sur le trajet. Et tout seul comme ça dans le bus, j'étais mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, j'étais vraiment comme tu dis. Alors j'étais pas à me lever parce que c'est un match de pré-saison, mais toute la saison, je pense qu'on va décoller du canapé quoi. Clairement. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de ces points d'amélioration parce que je pense que en fait aujourd'hui dans les médias, on parle tout le temps de Victor Wembanyama et du côté un petit peu action indescriptible, highlights, performance, etc. Maintenant, je trouve que ce qu'il faut voir cette saison, pour moi, c'est 2 points essentiels qu'il n'a pas montré en pré-saison. De un, il avait parlé pendant le Media Day de progrès qu'il avait fait au niveau du cardio. Moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce que sur un match dans lequel il va jouer 30 minutes, il va tenir le rythme? Parce que pour l'instant, on l'a vu que 20 minutes. Et moi, sincèrement, j'ai pas d'éléments. Je dis pas ça en mode, moi, je le vois essoufflé, machin, etc. Je pense juste que le jeu est beaucoup plus éprouvant pour un mec qui fait sa taille, qui va aussi vite et qui fait tant de choses sur un terrain. Est-ce qu'il peut tenir ça dès sa saison rookie pendant 30 minutes par match? J'en suis pas tout à fait sûr. Et pour moi, le deuxième point qui est essentiel, c'est est-ce qu'à un stade, il va réussir à aller un peu plus dans la raquette? Parce que là, par exemple, on prend le match contre les Warriors. La moyenne de distance de ses tirs à 2 points, c'est 3,5 mètres. C'est-à-dire qu'il y a très, très, très peu de points qu'il a marqué près du cercle. Pour moi, il y a 4 poins qu'il a marqué dans la no charge zone qui est juste en dessous du panier. C'était un dunk et je sais plus quelle action. Et en fait, pour moi, ça, je peux pas dire que c'est un gros problème parce qu'en fait, ce qu'on disait juste avant est vrai. Il trouve toujours un moyen d'impacter le jeu d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui fait que sa saison rookie va forcément être bonne. Parce qu'il peut shooter à 3 points, à mi-distance, etc. Là, ce soir, son match, il est bon. Quoi qu'il arrive, sans aller vers le panier. Et je pense qu'il sera encore plus efficace vers le panier et que ça, il doit encore l'apprendre. Donc ça, pour moi, c'est l'interrogation un peu majeure. Est-ce qu'à un moment, il va réussir à rentrer dans la raquette? Et est-ce que, en faisant ça, en plus,
il va réussir à tenir le rythme des matchs. Je sais pas si toi t'en penses quelque chose. Moi, je pense qu'il va, enfin, quand il y aura besoin qu'il ajoute ça à sa panoplie, enfin, quand le besoin de résultat des Spurs se fera sentir, que ce sera pas le cas sur cette première saison, hein. Moi, on le sait, c'est une saison de développement et à commencer par lui, et tu l'as dit, il y a des points d'amélioration, mais à partir du moment où lui-même s'envisage pas comme un intérieur traditionnel, il voudra pas qu'on lui impose. Je pense que si Pop vient le voir et lui dire non, t'es un intérieur, joue plus près du cercle, il va dire mais non, moi je suis Kevin Durant de 2m24, et il ne dira pas ça de manière prétentieuse. C'est-à-dire que la manière dont il joue et les armes qu'il a à sa disposition, c'est Kevin Durant de 2m24, et Kevin Durant c'est pas un joueur qui squatte, il est létal à mi-distance, très fort à 3 points, très fort sur cette distance que t'évoquais de 3 mètres du cercle. Et à partir du moment où il se voit comme ça et où c'est ce profil-là qui fait de lui une arme inédite, je pense pas qu'il le fera tout de suite. Il le fera s'il y a besoin. En contre-attaque, il marquera des paniers en contre-attaque aussi. Là, il en a mis ce soir. Donc ce sera dans sa panoplie, mais je pense que ce sera jamais quelque chose de prédominant. Et je vois, il y a des gens, c'est vrai, il y a des gens sur les réseaux notamment qui disent non, mais il est grand, mais il s'en sert pas, ça va poser problème et tout. Moi, je pense pas que ça posera problème. Tant évidemment, s'il va jamais à l'intérieur. Oui, si même en contre-attaque, il lâche le ballon, mais ce sera pas le cas. Il va mettre des paniers près du cercle. Mais il va aussi travailler et faire des erreurs sur de la mi-distance, sur du shoot extérieur, parce que le jour où il aura l'arsenal complet, où il aura un pourcentage à ne serait-ce que 35% à 3 points, je trouve que c'est fou déjà. S'il est entre 35 et 40% à 3 points, tu te rends compte du bazar. Et à mi-distance, il est déjà très très bon. J'ai pas les stats, je te laisse ce domaine-là. Je pense que tout au long de la saison, tu nous trouveras les zones et tout ça où il est le plus efficace. Mais pour moi, c'est pas un problème, et ça doit pas être justement, si c'est un joueur nouveau qui révolutionne un peu le basket de manière pas prétentieuse, encore une fois, eh ben c'est pas grave. Il en mettra, mais ce sera pas quelque chose de prédominant dans son jeu. Je pense aussi que ce sera jamais quelque chose de prédominant. Effectivement, j'aimerais bien là tout de suite pouvoir te dire à combien il shoot à mi-distance, etc. Sur les pré-saisons, les stats sont un peu plus compliqués à trouver. Mais pour moi, il y a un enjeu quand même de se dire, Victor Wembanyama, c'est pas Kevin Durant de 2m24. Victor Wembanyama, c'est Victor Wembanyama. C'est Kevin Durant de 2m24, c'est Magic Johnson de 2m24, c'est bon. Et tout ce qui est dans la bulle, hein, je pense qu'il sera jamais aussi bon scoreur que Kevin Durant, jamais aussi bon passeur que Magic, etc. En fait, là-dedans, dans ce mix-là, il y a aussi à ce potentiel-là qu'il exploite pleinement en défense, parce que c'est un protecteur de cercle, je pense, juste énorme. Je pense qu'il a le potentiel, et ça on en reparlera dans 2 secondes, mais de faire la All Defensive Team dès sa première année dans la ligue. Et ça, je voulais pas le dire parce que je voulais pas trop m'avancer là-dessus avant que la saison commence, mais maintenant que je le vois, je me dis comment est-ce qu'il pourrait ne pas être dedans. Mais maintenant, ouais, j'aimerais bien que il soit Victor Wembanyama plus que Kevin Durant, tu vois, et qu'il puisse aller scorer un peu plus dans la raquette. En fait, pas qu'il aille scorer de manière un petit peu stéréotypée intérieure. Je veux pas qu'il se contorsionne dans ce rôle-là dont il veut pas. Mais c'est vrai que j'apprécierais, je pense, en tant qu'observateur, de le voir marquer un peu plus dans la raquette et de diversifier plus son jeu avec ça en plus. Et je pense que ça viendra. Hein. Mais c'est vrai que quand tu vois le dunk, par exemple, sur Thomas Bryant, qui a choqué tout le monde et qui est Thomas Bryant le premier, et ben tu dis, mais ce mec pourrait marquer tous ses points comme ça s'il le voulait, juste s'il a d'autres options. Et donc dans ces options, il y a l'intérieur. Et ça, pour moi, ça compte. Ouais. Et parlons du coup un instant de la défense, de 2 choses, son rôle en défense et en plus des prouesses défensives. Là, on a parlé des contres, on a parlé un peu de la défense sur Andrew Wiggins, etc., du côté spectacle. Mais du côté efficacité, je trouve que s'il y a un endroit dans lequel il est vraiment efficace, c'est là, quoi. Il est vraiment immense dans ce domaine, littéralement et même de manière métaphorique. Il est genre vraiment phénoménal. Ah ouais, non, mais totalement, mais c'est pour ça que je disais qu'il y en aura, je veux dire. Et encore une fois, je pense donc lui, il voudra gagner des matchs cette année, hein. Il va pas, il va tout faire, et voilà. On est d'accord, hein. C'est pas, même si globalement dans le projet, il y aura pas de pression sur le nombre de victoires, lui, il va essayer de gagner des matchs. Et si gagner des matchs, ça implique, de devoir, plus scorer à l'intérieur, de devoir, postériser des mecs comme il l'a fait là, avec Thomas Bryant qui on croirait dans un épisode de The Office qui regarde la caméra comme ça, tu vois. Il le fera. Donc, mais t'as raison. Il est lui-même conscient des axes de progression, et il a l'intérêt d'être dans une structure comme les Spurs. C'est qu'il y a des mecs autour, dans le staff, qui vont l'aider à travailler les points en question, qui vont lui dire sur tes tendances de jeu, regarde là dans cette zone-là, t'es qu'à tant de pourcents. Enfin, il y aura des Benjamin Moubèche qui vont lui cibler ses zones préférentielles, qui vont lui dire regarde là, et lui-même va les étudier. C'est un geek du basket, on le voit. Donc il y a des points d'amélioration, mais c'est ce qui est fou, c'est que c'est que de la pré-saison, et les points d'amélioration,
ils sont déjà ils sont déjà ciblés, mais ils sont pas, c'est pas un truc insensé. On lui dit pas il va falloir qu'il s'invente une mécanique de shoot parce que c'est horrible, Non, ou c'est qu'il clair. soit moins laxiste en défense. J'en sais rien. Il y a déjà, enfin les bases elles sont tellement solides. Et tu parlais de la All Defensive Team. Bah ouais, en fait. Bah oui. C'est un rookie, mais regarde, Evan Mobley, il l'a été en tant que sophomore. Et je trouve que durant la saison, il était même dans la discussion. Alors j'ai plus le classement en tête, mais il est quoi? Il fait podium du meilleur défenseur ou quatrième. Enfin, il est pas loin. Je pense qu'il est podium. Je pense qu'il est podium. Voilà. Et il a été excellent défensivement. Non, il est pas podium parce que podium, ouais, ça doit être Giannis, Brook Lopez et Jaren Jackson Jr. Ouais, voilà. Donc il est quatrième, mais moi je l'ai souvent, on l'a souvent vu dans les discussions, et il est en All Defense First Team quand même. Donc pourquoi Wembanyama serait pas directement en First Team? Enfin, ça me paraît pas illogique. Après, pour le titre de meilleur défenseur de l'année tout court, ça va dépendre du temps de jeu. T'as raison, la question du cardio, elle est intéressante parce que il a répété les matchs avec les Mets. J'ai pas son temps de jeu moyen, mais c'est aussi une autre forme de basket, hein. Faut pas se mentir. Mais avec le rythme et l'intensité la répétition des matchs NBA, c'est une question qui est intéressante à surveiller. Et on s'est souvent demandé, on sait que le paramètre qui permettra aussi de dire il a réussi sa saison ou pas, c'est le nombre de matchs. Et là, le cardio entre en jeu, la capacité à éviter les blessures, tout ça, t'as raison, c'est un axe qu'il faut regarder. Et je pense que d'ailleurs, quand on parle de All Defensive Team et de Deepoy, la question du nombre de matchs, évidemment, elle se pose aussi parce que il y a les nouveaux minimums de 65 matchs qui affectent pas le Rookie of the Year, mais qui affectent quand même ces trophées-là. Donc je pense que il y aura cet enjeu. Et c'est vrai que, alors, on a posé la question à Victor qui nous a dit, voilà, évidemment, enfin, en même temps, qu'est-ce qu'il peut nous répondre d'autre que moi, si je peux jouer tous les matchs d'une saison, je jouerai tous les matchs d'une saison. Moi, si ma santé n'est pas à risque, je veux jouer les matchs. Mine de rien, il était vraiment catégorique, il en a parlé longtemps. Mais d'un autre côté, donc Maxime Aubin de l'équipe avait sorti l'information sur laquelle il serait reposé tous les, je crois que c'était 6 ou 7 matchs. En tout cas, 6 ou 7 matchs, ouais. Il viserait un total de 70 à peu près. Moi, c'est ce qui me semble à peu près réaliste. Et c'est la manière dont les Spurs gèrent leurs joueurs, en fait. C'est quasiment eux qui ont inventé le load management. Ouais, c'est clair. Ça marche pas trop mal. Et d'ailleurs, aussi, donc, Maxime a posé la question à Greg Popovich en conférence de presse de savoir si les nouvelles infos de la NBA qui dit que finalement la science prouve pas que le load management est efficace à un an de la renégociation des droits TV, mais qui en tout cas qui avance ça et qui essaie d'encourager les équipes à faire jouer leurs joueurs, est-ce que ça changerait la manière dont les Spurs eux gèrent leurs joueurs? Pop a répondu en un mot, non. Voilà, ils s'en foutaient complètement, ça. Ouais. Mais je pense que oui, la question de combien de matchs de Victor Wembanyama, elle est centrale. Moi, je pense que les infos de Maxime, elles sont correctes et elles sont plutôt vraisemblables. Donc on verra. Boulogne-Levallois, c'était 32 minutes. À voir combien il pourra faire avec les Spurs. J'espère que ce sera la même chose. Et j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Juste, je me pose la question concrètement. Lui, quand tu l'as vu du coup en live, t'as pas senti de... Parce que c'est toujours plus difficile à voir à la télé. La caméra est pas centrée sur lui, mais sur place, j'imagine qu'on le regarde. Voilà, tu vois le joueur, tu le regardes particulièrement, tu fais un focus sur lui. Toi, il t'a semblé. Parce que parfois, il t'a semblé pas plongé non plus. On n'est pas dans la haute intensité, mais tu l'as senti peut-être baisser un peu de pied parfois dans les matchs, ou il t'a semblé fatigué après, ou non? Il y a 2 exemples contre-exemples. Enfin, quand il est sur le terrain, globalement, je trouve toujours à 100% de son énergie. Et quand il regagne le banc, j'ai pas l'impression qu'il soit mort ou qu'il puisse plus rentrer. Et d'ailleurs, l'autre jour, quand il avait joué 20 minutes, peut-être contre le Heat, je sais plus, il était parti du terrain bien avant la fin du match. Et apparemment, d'après ce qu'il a dit aux journalistes dans le vestiaire, il est allé soulever de la fonte en fait après ça. Donc je me dis que s'il peut jouer 20 minutes et qu'après il peut s'entraîner, normalement ça va. Globalement, moi j'ai trouvé un peu fatigué là sur le dernier match à San Antonio qui était contre les Rockets. En conférence de presse, j'ai trouvé un peu fatigué. Mais en même temps, faut se dire que aussi ils sont entraînés quasiment tous les jours. Je crois qu'il y a eu 2 jours off depuis le Media Day. Tous les autres jours ils sont entraînés, donc où ils ont joué. Donc dans ce cas-là, c'est normal que ça fatigue aussi un moment, quoi. Mais et sur son jour off, il travaille avec parce qu'il y a son prépa physique dont le nom m'échappe, je m'en excuse. Guillaume Alquier, Guillaume. Voilà, qui le suit. Et j'imagine peut-être aussi que pendant les jours off, peut-être qu'il travaille avec lui aussi, parce que c'est un enjeu, son physique. Donc, lui, ce qu'il disait, effectivement, c'est que chaque fois qu'il a l'occasion, il va à la salle et que, concrètement, ses entraînements, ça dépend plus des Spurs que de lui, parce que des fois, les Spurs vont mettre le haut là en mode, non, c'est bon, tu t'es assez entraîné cette semaine, assez entraîné aujourd'hui, tu rentres chez toi, quoi. Après, je sais pas exactement ce qu'il fait de ses journées.
C'est une question que j'espère pouvoir élucider dans la saison. Là, pour l'instant, j'avoue, je sais pas exactement. Non, mais c'est le début. Et justement, tu vois, par rapport à ça, au côté de la fatigue, etc., je pense que c'est intéressant de parler de son rapport aux médias, quoi, parce que effectivement, c'est nous qui pouvons constater ça sur le terrain un petit peu, même si ça reste très subjectif. Mais la manière dont il parle aux médias de manière générale, j'ai l'impression qu'il laisse transparaître très peu de choses. Tu vois, typiquement, la question que tu me poses, tu vois, elle est peut-être un peu trop perso pour que Victor puisse y répondre. Et il y a toujours ce truc de d'oser, et il parle souvent du fait qu'il y a un Victor des médias un petit peu, et un Victor de la vraie vie. Et j'ai l'impression qu'il a une manière d'aborder sa com qui déjà est assez saine, en fait. Moi, ça me frustre un peu parfois parce que j'aimerais avoir les réponses à toutes mes questions, etc. Mais je trouve ça sain pour lui. Et je trouve aussi qu'il a une maturité qui est phénoménale dans les réponses. Toi, tu as forcément vu plein de vidéos, plein d'éclats, etc. Qu'est-ce que tu en penses concrètement? Mais moi, c'est vraiment plus que le sportif. C'est vraiment l'interrogation. J'en ai déjà parlé souvent quand on est dans les podcasts ou en live. C'est quelqu'un qui choisissait beaucoup, et à juste titre, ses interventions. Il disait lui-même, je veux me faire rare pour déjà que ma parole elle soit audible et que j'ai pas l'impression de répéter 50 fois les mêmes choses. Et ce qui, voilà, mais justement, c'est ce que tu dis, mais c'est très différent de donner 3-4 interviews au long cours dans la saison quand il était en France. Et encore 3-4, je suis gentil, de tête, j'en vois vraiment surtout 2. Plus les médias US, on va dire qu'il a fait 4-5 trucs un peu long format, où il peut parler d'autre chose que de l'actu d'un match qu'il vient de jouer. Mais il y a le côté quotidien après les matchs. Enfin, c'est le joueur majeur de l'équipe, tout le monde a envie de l'entendre parler. Il est quasi obligé contractuellement de répondre aux sollicitations médiatiques en étant après sur le podium d'après match. Et les questions, toi tu le vois bien, plus que nous, mais il y a du truc très très basique. Limite, j'exagère à peine. Vous êtes content d'avoir gagné? Ça va? Comment ça va? Oui, j'en ai vu à l'époque. Alors ça remonte, pour faire le vieux combattant. Il y a 10 ans, j'étais pareil. J'étais envoyé à New York et les mecs, à la fin, ils en pouvaient plus. Les joueurs majeurs de l'équipe, parce que t'as les beatwriters des médias locaux qui suivent partout. Ils sont obligés de poser certaines questions vraiment basiques. Ils rentrent pas dans le fond du sujet, et c'est vraiment qu'est-ce que tu retiens du match de ce soir, qu'est-ce que ça fait sur votre saison? Alors ça peut être intéressant, tu peux avoir des réponses intéressantes, mais 82 fois et puis du jour au lendemain la même question, enfin c'est usant. C'est-à-dire que les mecs sont déjà usés physiquement et après ils doivent mentalement, et puis c'est quelqu'un qui aime donner des réponses précises, concises, tu vois, t'as dû le remarquer, mais donc je me suis demandé ça, l'usure mentale me fait plus peur moi que l'usure physique. Et après là c'est que le début, t'as dû constater enfin, c'est ce que tu disais. Parfois, c'est un peu frustrant, mais je pense qu'il gère ça bien pour l'instant, parce que ça reste. Ces confs, elles sont pas. Je les trouve pas du tout inintéressantes. Quand la question est bien fichue, il y répond correctement. Mais il y a un moment où, à mon avis, il va se dire, putain, encore la 7e fois qu'on me demande. Et là, c'est pas encore la saison. À un moment, peut-être qu'il y aura une tendance dans son jeu et les mecs vont pas arrêter de lui demander. Comme Luka avec les arbitres, par exemple, à chaque match de Dallas. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que tu devrais moins te frustrer contre les arbitres? Il va l'avoir 82 fois, tu vois. Donc non, mais c'est ça, en fait. Il est là tous les soirs après les matchs sur le podium, et on nous a dit que ce serait le cas toute la saison. Et il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a le côté où il attire énormément de gens sur le plan national, sur le plan même international. Par exemple, je pense que pour le premier match de la saison, un contingent de Français va débarquer pour lui poser des questions. Effectivement, quand il y a de nouveaux Français qui arrivent, les Français lui posent les questions qu'on lui a posées le premier jour. Par exemple, San Antonio, comment ça se passe, comment tu t'habitues, etc. On lui a posé la question récemment. Du coup, 3 semaines, 2 semaines, je sais plus, j'ai perdu la notion du temps, après qu'on lui ait posé pendant le Media Day. En fait, à chaque fois, il va y avoir ça. Plus le fait que donc les médias US, ils bougent aussi. Par exemple, l'autre jour, la seule question sur laquelle j'ai trouvé un peu saoulé, si on lui a demandé est-ce que tu penses au titre de rookie de l'année? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire pendant ta saison rookie? Et première fois que j'ai vu répondre de manière aussi courte, il a répondu ça va sans dire. Je me suis dit ok. Mais c'était une question en français ou c'était un américain? C'était une américaine précisément. Mais en même temps, on lui pose tout le temps la question de est-ce que tu veux le rookie of the year, etc. Et lui, à force, il dit ouais, je le veux, mais bon, pour moi, c'est pas le principal, je veux gagner, machin. Il peut pas dire ça tout le temps. Mais il va l'avoir 75 fois celle-là. C'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois il y a les journalistes d'un autre marché qui vont la voir et qui vont lui poser des questions random. Tu penses que t'es devant Scoot Henderson là à ce stade de la saison, et ils vont pas arrêter. Et en plus, sûr. c'est le côté où des fois on est obligé, et en particulier ceux qui filment ou font de la radio,
de lui reposer les questions bah tu viens de le dire en anglais, mais est-ce que tu peux nous le dire en français maintenant? Donc ça aussi, ça va être fatigant, sachant que d'après les gars de la communication des Spurs, il tient quand même à prendre du temps pour répondre aux questions en français. Effectivement, à chaque fois, on a pas mal de temps quand même, moins que pour les Anglais quand même, parce que 90% des gens qui regardent la vidéo ou 90% des gens qui sont dans la salle, en fait, ne comprennent pas ce qu'il dit à ce moment-là. Il faut qu'on traduise pour les médias américains parfois, mais concrètement, ils nous laissent le temps de poser les questions, et donc ça implique aussi le jeu de la redondance, etc. Moi, des fois, je me mets à sa place, sur tout ce qui est attention médiatique, tout ce qui est répondre chaque soir devant les médias, etc. Je ne pourrais pas du tout assumer cette partie du travail. Et c'est, je pense, l'une des choses que l'on néglige un peu trop dans le fait d'être un basketteur professionnel, et ce à quoi Victor est brillant, parce que vraiment, en fait, il y a ce côté où il donne les bonnes réponses, il donne des réponses qui sont intéressantes, qui professionnellement nous permettent de faire des articles et des podcasts intéressants avec derrière. Et ça, chaque soir, même quand on lui pose des mêmes questions en boucle, même quand on lui pose des questions débiles, même quand on lui pose des questions ouvertes, à chaque fois, il nous donne une bonne réponse. Et ça, c'est impressionnant. Et je pense que ça en dit long sur son mental pour la saison et sur sa maturité, en fait. Donc moi, je suis choqué. Mais c'est ça que j'attends de voir, parce que c'est ça. De toute façon, depuis qu'il est sur la scène médiatique, c'est sa maturité et le côté intéressant des réponses qu'il fournit qui font aussi son charme et l'intérêt. Mais voilà, 82 matchs, les voyages dans les pattes, peut-être des questions difficiles à un moment aussi, parce que là pour l'instant ça va bien, mais imagine un moment s'il a un creux, ou si, j'en sais rien, je lui souhaite pas, mais une polémique sur tel ou tel truc sportif, extra-sportif, Spears, par exemple. il va typiquement, voilà, s'il se propasse un truc comme ça, alors je pense que ça, ils vont faire gaffe maintenant, mais un truc extra-sportif sur lequel il a pas envie de parler, ou voilà, ou s'il est dans une période difficile, même en dehors des terrains, tu sais, personnellement, voilà, il découvre enfin, c'est comme toi, hein, il découvre les États-Unis, peut-être des moments où il se dira, putain, je serais bien mieux à Paris que là, voilà. Après, je pense qu'il est bien entouré, on le sait qu'il est bien entouré, il y a pas de souci là-dessus, mais il faut penser à ça. Parents à San Antonio pour l'encadrer, pour information. Donc je pense que ça l'aide un peu. D'accord, ouais, ça c'est intéressant. Ouais, non, mais il avait dit pareil pendant le Media Day, et je pense qu'il aura toujours du soutien et tout. Donc je pense qu'il est pas trop mal. Et San Antonio, c'est moins rude, je pense, que New York. Mais effectivement, personnellement parlant, le fait de découvrir une saison où tu fais 82 matchs, etc. Personnellement, moi, je suis un peu perdu. Victor l'est sans doute un peu moins, il est un peu plus entouré, il est mieux préparé mentalement, il est aussi plus fort, etc. Mais à un moment, ça aura un impact, effectivement. Et je pense qu'on verra déjà les questions-réponses du coup qu'il aura pour le premier match de saison régulière. Je sais pas combien on sera, mais il y aura probablement tout le monde qui sera réuni là. Donc 25 octobre contre les Mavericks. Pour information, Luka Doncic est encore incertain. Donc voilà, c'est vraiment le moment où on va commencer à pouvoir se dire ça passe aux choses sérieuses, qu'est-ce que ça donne en saison régulière, comment il répond à tous ces médias qui débarquent. Et ça, on y répondra donc dans le prochain épisode de Move Deep, qui sortira donc dans la foulée samedi prochain. Et on débriefera donc les premiers pas de Victor Wembanyama dans un match officiel. Un peu tout ce dont on vient de parler, on essaiera de suivre là-dessus. Avec qui, je ne sais pas encore. À quelle heure, je ne sais pas non plus. Dans un meilleur fond, très certainement. Mais voilà, en tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous voulez qu'on aborde certains sujets en particulier. Si vous posez des questions aussi, moi j'y répondrai, il n'y a pas de problème. En tout cas, allez-y, donnez-vous à fond, lâchez-vous sur mes cheveux. Il n'y a pas de problème. Et on se revoit dans une semaine, les gars, pour un prochain épisode de Move Deep into Texas. Salut. Salut.